Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse assez percutante de Laurent Bilger. Elle porte sur toutes ces pressions cachées qui, à l'ère du numérique, façonnent notre perception de nous-mêmes. On se sent souvent pris en étau et on va essayer de comprendre exactement pourquoi. On est poussé sans arrêt à s'optimiser, à devenir la meilleure version de soi-même, et en même temps, on nous demande de présenter une image parfaitement lisse en ligne. Alors, on va explorer ensemble comment ces deux injonctions, loin d'être libératrices, pourraient bien constituer une sorte de double prison. Voici le programme. On va commencer par analyser les deux côtés de la prison, le piège de l'amélioration et ce fameux miroir numérique. Et puis, dans un second temps, on explorera des réponses beaucoup plus radicales. L'idée de refuser le jeu identitaire et ce que la source nomme une politique de l'invisibilité. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec la première partie de ce piège. C'est cette pression intérieure, cette petite voix qui nous dit qu'il faut travailler sur soi, en permanence. Alors, le développement personnel, ce n'est pas juste une simple quête de bien-être, attention. L'analyse le décrit comme un véritable magma idéologique, où notre moi devient un projet à gérer. Le but n'est plus simplement d'être, mais de devenir meilleur, selon des critères qui très souvent nous sont dictés de l'extérieur. Et là, la distinction est vraiment intéressante. Dans l'Antiquité, le souci de soi était un art de la liberté, un moyen de se façonner soi-même. Aujourd'hui, le développement personnel semble avoir été complètement récupéré par une logique néolibérale pour en faire au fond un outil de conformité. On bascule de la libération au contre-humain. Et ça, c'est le point crucial. Cette obsession de l'amélioration de soi a de vraies conséquences politiques. Elle nous rend individuellement responsables de nos échecs, de notre mal-être, et ça masque complètement les problèmes structurels de la société. En gros, si ça ne va pas, c'est notre faute, pas celle du système. On passe maintenant à la deuxième phase de ce piège. Après la pression qui vient de l'intérieur, voyons celle qui vient de l'extérieur. Cette injonction à créer et à maintenir un personnage en ligne absolument idéal. Pensez-y une seconde, nos profils sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas de simples reflets de la réalité. Ce sont des versions idéalisées, des sortes d'idées, au sens de Platon, des modèles qu'on s'efforce d'atteindre. Le soi devient un produit qu'il faut perfectionner, à coups de filtres, de mise en scène, de curation permanente. Et pour comprendre ce mécanisme, il y a un concept clé, l'extimité. C'est ce besoin de projeter notre vie intime en public pour qu'elle soit validée par le regard des autres. Ce n'est plus juste du partage, c'est une véritable quête de confirmation de notre existence même. Et ce processus, il a un côté franchement coercitif. Notre intériorité est sommée de devenir une performance. Et tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, tout ce qui est trop complexe, trop nuancé, ce qui est infigurable, eh bien, c'est tout simplement effacé ou ignoré. C'est une forme de violence symbolique en fait. Bon, face à ce double piège, qu'est-ce qu'on fait? La source propose une voie radicale, très inspirée par la théorie queer. L'idée, ce n'est pas de trouver une solution, mais de refuser fondamentalement les règles du jeu identitaire lui-même. L'idée centrale, elle est là. Plutôt que d'essayer de gagner au jeu de l'identité en ayant un moi parfaitement optimisé et une image parfaitement lisse, la véritable résistance serait de démanteler le plateau de jeu lui-même. C'est une autre approche, complètement. Et cette résistance, elle peut prendre trois formes assez fascinantes. D'abord, déconstruire l'idée même qu'on aurait une identité stable. Ensuite, embrasser ce qu'on appelle l'opacité, c'est-à-dire refuser d'être transparent et facile à décrypter. Et enfin, carrément saboter sa propre image pour la rendre tout simplement incapturable. Ça, c'est vraiment le cœur de la critique queer. L'idée d'une identité fixe, essentielle, que ce soit le genre ou autre chose, est une pure fiction. On n'est que des processus en devenir, en changement permanent. Et ça nous amène à l'idée la plus radicale de toutes. Et si la vraie liberté, ce n'était pas d'être vu et reconnu, mais au contraire d'échapper complètement à la visibilité? Le concept crucial ici, c'est le droit à l'opacité d'Édouard Glissant. C'est un acte politique fort. Ça consiste à dire « non, je refuse qu'on me comprenne entièrement, parce que me comprendre, c'est me réduire, me catégoriser et donc me contrôler ». Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a de nombreux mouvements qui luttent pour être plus visibles, pour être reconnus. De l'autre, cette perspective radicale propose l'exact opposé. Rechercher l'opacité, refuser la représentation comme un horizon politique. L'analyse pousse la logique encore plus loin, en s'appuyant sur des penseurs comme Bersani ou Deleuze. Ici, la sexualité elle-même change de rôle. Ce n'est plus un outil pour construire son identité ou juste trouver du plaisir, mais un moyen pour démanteler, voire carrément dissoudre le soi.
Et nous voilà à l'argument final de cette perspective. La libération ultime, ce ne serait pas de créer une meilleure image de soi, mais au contraire de saboter activement n'importe quelle image. Devenir infigurable, c'est le moyen d'échapper au piège de la représentation et à la consommation de soi. On va se quitter sur cette question, qui est une vraie provocation et qui résume bien tout le défi de cette analyse. Dans un monde qui nous somme de nous définir, de nous exposer, peut-être que la plus grande des libertés serait de revendiquer le droit de s'égarer, de rester un mystère, y compris pour soi-même.